Il s'agit de la petite amie de Kash Patel. Tu sais, le procès intenté contre ce podcasteur d'extrême droite. On dirait que Kash Patel le prend personnellement. Comment va-t-il influencer le processus? Que se passe-t-il avec Kash Patel et sa petite amie? Et quel est le problème? Eh bien, cela fait partie du thème plus large que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir la base populaire du mouvement MAGA, la base conservatrice, et surtout la jeunesse militante du Parti républicain, qui se révolte ouvertement contre la direction du parti et contre l'administration Trump en raison de l'influence israélienne sur Trump et sur tous ses collaborateurs, y compris son directeur du FBI. En décembre 2024, alors qu'il cherchait à obtenir la faveur d'Israël pour garantir sa nomination et sa confirmation en tant que directeur du FBI, il a déclaré dans une interview sur Fox News que l'Amérique devait donner la priorité à Israël. Ainsi, Kash Patel a connu plusieurs mois très difficiles en tant que directeur du FBI, des mois historiquement mauvais pour un directeur du FBI. Tout a vraiment commencé en juillet, lorsque le FBI a signé un mémo avec le département de la justice convenant de ne pas publier les dossiers Epstein. Trump était évidemment très anxieux à propos de ce qui pourrait ressortir de ces dossiers. Aujourd'hui, les démocrates de la Chambre ont publié de nouveaux courriels de Jeffrey Epstein montrant que Donald Trump savait apparemment qu'Epstein abusait de jeunes femmes. Et souvenez-vous, Virginia Giuffre, qui s'est ensuite suicidée, a publié un nouveau livre accusant Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, de l'avoir cruellement maltraité. Giuffre est entré pour la première fois en contact avec Jeffrey Epstein par l'intermédiaire du cercle de Donald Trump à Mar-a-Lago. Trump était donc nerveux à ce sujet. Kash Patel freine la publication des dossiers Epstein. Mais Patel avait bâti sa réputation auprès de la base MAGA sur sa promesse d'une divulgation massive. Les dossiers Epstein, la liste complète des clients, les dossiers JFK et les documents révélant le complot de l'État profond contre Donald Trump. Il avait même créé une fondation appelée Fight with Kash, censée mener des procès implacables contre tous les ennemis de Trump au sein de l'État profond. La base pensait donc, nous allons éliminer tous ces pourris du FBI et de la CIA, et nous allons enfin découvrir qui a tué JFK et mettre au jour ce vaste réseau de trafic sexuel d'enfants. Et puis Kash, dans l'un de ses premiers grands gestes, met fin à tout cela avec Pam Bondi, qui affirmait avoir sur son bureau les noms de centaines de victimes de Jeffrey Epstein. Ainsi, depuis 2019, Kash Patel vivait à Las Vegas avec un homme dans des circonstances très mystérieuses, Mark Muldoon, un escroc notoire spécialisé dans les multipropriétés et donateur républicain qui résidait dans une communauté fermée très huppée. Kash Patel vit dans sa maison depuis 2019. Ils ont voyagé ensemble en Écosse. Lorsque Patel commence à émerger comme une figure importante dans le monde de Trump, il rencontre une jeune aspirante chante country de 20 ans, sa cadette Alexis Wilkins, qui travaillait également dans un endroit appelé Project U, un organe de propagande pro-israélien se présentant comme un institut de formation au leadership conservateur. Et c'est dirigé par, cela peut sembler confus pour le moment, mais cela vous aidera à comprendre ces procès, une certaine Marissa Strait, qui est elle-même une ancienne agente du renseignement israélien de l'unité 8200. Alors, Alexis Wilkins arrive en tant qu'influenceuse. D'une manière ou d'une autre, elle entre en contact avec Kash Patel. Lorsqu'il devient directeur du FBI, leur relation est révélée, et elle se retrouve sous les projecteurs avec lui, bien qu'ils ne soient pas mariés. Elle se présente un peu comme sa compagne, ou l'est réellement. Et la base en ligne en colère du mouvement MAGA, America First, commence à élaborer une théorie selon laquelle Alexis Wilkins serait en réalité un piège du Mossad.
Elle serait du Mossad, parce que selon eux, Prager-U est une couverture des services de renseignement israéliens, présentée à Kash Patel pour le manipuler, obtenir les secrets de l'Amérique et s'assurer qu'il ne divulgue pas les dossiers Epstein, car Jeffrey Epstein semble lui-même avoir été un agent du Mossad. Et il existe de solides raisons de considérer Jeffrey Epstein comme un agent du Mossad. Je ne sais pas pour Alexis Wilkins. J'ai trouvé cette théorie du complot amusante et plutôt révélatrice de la colère de la droite face à la trahison totale de Trump, à celle de Kash Patel et à propos d'Epstein. Puis, les choses empirent encore après que Charlie Kirk est abattu. Charlie Kirk est abattu. Et Kash Patel est pris en flagrant délit de faire ce qu'il a toujours fait pendant son mandat, fréquenter les élites et faire la fête. Il se trouvait dans l'un des restaurants les plus exclusifs de l'Upper East Side à Manhattan, appelé Rouse, lorsque Charlie Kirk a été abattu. Charlie Kirk était censé être un ami de longue date. Depuis le restaurant, pendant le dîner, Kash Patel a tweeté « Le sujet est en garde à vue ». Le FBI affirmait avoir arrêté le suspect. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé « le sujet » d'emblée. Il s'est avéré qu'il ne l'avait pas arrêté. Puis il a déclaré « Le sujet a été relâché », sans fournir d'autres informations. Normalement, ce genre de choses serait géré par les porte-paroles du FBI lors de conférences de presse, après un examen très attentif. Mais Kash Patel est en train de tweeter cela pendant le dîner. Il perd la confiance de nombreuses personnes au sein du FBI et de l'administration Trump. Et à partir de là, les choses ne cessent d'empirer. Un ancien agent du FBI nommé Kyle Serafin, un agent ultra-conservateur, quelqu'un du camp MAGA, révèle que Kash Patel utilise son jet privé pour s'envoler à des rendez-vous galants avec sa petite amie. Il s'est rendu en Pennsylvanie pour la voir chanter l'hymne national américain lors d'un événement de catch professionnel. Et que fait Kash Patel? Il licencie le vétéran du FBI qui était responsable de leur flotte de jets, utilisée pour les enquêtes d'urgence. Par exemple, lorsqu'un enfant disparaît. Et puis, il fait pression sur les sites de suivi de vol en ligne qui surveillent son jet pour qu'il cesse de le suivre. C'était sa réponse. Ensuite, j'ai appris qu'il avait intenté des procès contre des podcasteurs par l'intermédiaire du directeur de sa fondation, qui est aussi son avocat personnel, Jess Bienel. Ainsi, Kash Patel ne s'en prend pas à l'état profond. Il s'en prend aux podcasteurs America First, comme Elijah Schaffer, quelqu'un qui a contribué à façonner le récit pro-Trump pendant l'ère Biden. Il s'attaque à la propre base de soutien de Trump. Pourquoi? Parce qu'ils ont plaisanté sur le fait que sa petite amie serait un appât du Mossad. Et par l'intermédiaire de la présidente du cabinet d'avocats de sa fondation, Alexis Wilkins, il poursuit ces personnes, Elijah Schaffer, Kyle Serafin et un certain Sam Parker, pour 5 millions de dollars chacun, pour avoir insinué qu'elle serait un appât du Mossad. Et cela vient évidemment de Kash Patel. Donc vous avez un haut responsable du gouvernement, le principal agent de Trump à la tête du FBI, en gros ce vaste réseau de police et de renseignement intérieur, qui utilise sa petite amie comme intermédiaire pour cibler des podcasteurs de droite qui pour la plupart n'ont pratiquement pas d'argent, avec des procès massifs. C'est une menace gigantesque pour le premier amendement aux États-Unis. Et le procès contre Elijah Schaffer, enfin à propos d'Elijah Schaffer, concerne en réalité, pour un quart, ses opinions personnelles sur Israël et l'influence israélienne aux États-Unis. Donc ce n'est même pas à propos de sa petite amie, ce qui signifie qu'il dépasse le cadre d'un différend personnel pour en faire un différend politique sur leurs opinions concernant Israël, en poursuivant des gens simplement parce qu'ils critiquent Israël. Et cela devrait être un énorme scandale. C'est déjà un énorme scandale au sein de la base de droite et en ligne. Mais les grands médias américains étaient au courant de ces procès depuis longtemps,
Je veux dire, ils en avaient connaissance depuis plusieurs jours. Et si vous cherchez des reportages à ce sujet, il n'y a en gros que de petits extraits sans contexte qui ont à peine suscité la moindre attention. Ce n'est que lorsque j'ai rapporté cela en détail que je suis allé voir par exemple l'avocat d'Elijah Schaffer, puis celui de Kash Patel, et que j'ai commencé à développer l'affaire, que cela a vraiment explosé pour devenir le grand scandale que c'est aujourd'hui. Et cela alimente le conflit. Cela contribue à attiser le conflit que nous voyons à droite au sujet de l'influence israélienne qui divise complètement la droite. Oui, exactement. Tu vois Mark Levin et Ben Shapiro attaquer Tucker Carlson et ils veulent l'annuler. Pourquoi donc? Tu sais, Mark Levin a décidé de ne pas débattre avec Tucker Carlson à TPUSA. Oui, pourquoi donc? S'il est préoccupé, s'il a un argument à défendre, pourquoi n'essaie-t-il pas de communiquer ou de débattre de son point de vue avec Tucker Carlson? Eh bien, c'est pour la même raison que ces personnalités refusent de débattre avec moi. Elles perdraient. Mark Levin serait démasqué devant ce qui est censé être sa propre base. Il se ferait huer. Le public serait entièrement du côté de Tucker Carlson. L'autre raison, c'est qu'il ne doit pas y avoir de débat. Dans le monde de Mark Levin et de Ben Shapiro, les organisations de droite comme TPUSA, liées à la direction du Parti républicain et représentant en quelque sorte le conservatisme incorporé, sont contrôlées par leurs donateurs, par la classe des donateurs, composée en grande partie de milliardaires sionistes, juifs et chrétiens. Il ne peut donc pas y avoir de débat, car s'il y en avait un, certaines vérités dérangeantes pourraient s'y glisser et commencer à ouvrir les yeux de la jeunesse conservatrice, de la base. C'est pourquoi cela a été si scandaleux lorsque Charlie Kirk a autorisé le débat entre l'humoriste Dave Smith et Josh Hammer, l'un des principaux porte-voix de Netanyahou dans les médias américains, lors de l'événement TPUSA en juillet dernier. Cela n'était pas censé se produire. On n'avait jamais vu cela auparavant dans les organisations conservatrices. Ainsi, Tucker Carlson a rapporté à Mark Levin, dans une série de messages, Mark Levin étant un autre des principaux propagandistes de Netanyahou sur Fox News, qu'il y avait une proposition de débat. Et Mark Levin a répondu, « Je ne ferai jamais ça, tu es répugnant. » Tucker Carlson l'a traité de lâche, ce qu'il est. Et cela a pratiquement clos l'affaire. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de marché des idées où l'influence israélienne serait discutée au sein de la droite. Ce que l'équipe de Mark Levin entend faire, ce n'est pas de répondre aux opinions de l'avenir du mouvement conservateur, les conservateurs de moins de 40 ans. C'est d'exercer le pouvoir de la classe des donateurs, de la classe des milliardaires sionistes, pour faire taire ce débat. Et c'est exactement ce qu'ils viennent de faire à la Heritage Foundation, qui est le groupe de réflexion le plus important et le plus influent lié au Parti républicain. Le président, Kevin Roberts, avait lancé un appel à un débat et défendu Tucker Carlson après qu'il a reçu Nick Fuentes. Puis Kevin Roberts a été soumis à 2 heures d'humiliation rituelle de la part de son personnel et menacé par des donateurs. L'un d'eux a même menacé de retirer $500 000. Et cela a divisé le groupe de réflexion le plus important du mouvement conservateur, le président revenant essentiellement sur tout ce qu'il avait dit en défense du débat et déclarant qu'il regrettait d'avoir défendu Tucker Carlson. Il est très clair, dans la mesure où il existe une base conservatrice, qu'il est évident pour tous que la direction est en grande partie artificielle, choisie par les donateurs à travers un processus antidémocratique, et qu'elle a perdu toute crédibilité. Mais la manière dont la coalition de type George W. Bush, néoconservatrice, républicaine libérale, comme celle des républicains centristes, pro-guerre, Nikki Haley, Marco Rubio, Mark Levin, Dick Cheney, va tenter de reprendre le contrôle, c'est par sa capacité à imposer le contrôle des donateurs.
Et à cet égard, ils sont en train de gagner. And in that regard, they're winning. Pour des personnes comme Megyn Kelly, Mark Levin, Ben Shapiro, voire Tucker Carlson, c'est quoi TPUSA? Pense-t-il vraiment que ce mouvement va représenter l'avenir du Parti républicain? TPUSA n'est pas vraiment un mouvement, mais ils sont capables d'organiser ces extravagances dignes du Super Bowl parce qu'ils ont énormément d'argent. Sans Charlie Kirk comme figure de proue charismatique, ils n'ont pas vraiment de personnalité convaincante directement affiliée à l'organisation. Ce qu'ils ont en revanche, c'est une série d'escrocs cupides dirigeant une entreprise très rentable, amassant des sommes considérables sur le dos de Charlie Kirk et les faisant transiter par une série de sociétés à responsabilité limitée pour soit dissimuler les donateurs, soit cacher combien ils se versent eux-mêmes. Également à travers une série de pseudo-organisations à but non lucratif sans employés, simplement pour se verser des salaires faramineux. Je veux dire, cela se produisait déjà quand Charlie Kirk était là. Mais maintenant, c'est comme un navire fantôme très lucratif. Ils ont nommé la femme de Charlie Kirk, Erika Kirk, au poste de PDG afin de continuer à profiter de la notoriété de son nom. Mais lors de tous leurs grands événements, ils doivent remplir les sièges en faisant venir des personnalités MAGA très influentes et célèbres, que ce soit J.D. Vance ou plus récemment Eric et Laura Trump. Qui d'autres ont-ils invité? Glenn Beck. Et c'est ce qu'ils doivent faire pour remplir la salle, ce qui justifie leur propre salaire, car cela donne l'impression qu'ils accomplissent quelque chose d'important. Il faut dire que ces événements permettent d'enregistrer beaucoup de nouveaux membres pour le Parti républicain. Mais aucun de ces intervenants n'égale Tucker Carlson. Quand Tucker Carlson est sur scène, ils sont assurés de remplir l'événement et de générer beaucoup de couverture médiatique. Et c'est pourquoi, peu importe à quel point Tucker Carlson devient controversé, TPUSA doit le rabattre. Et pour Tucker Carlson, peu importe à quel point il veut être controversé ou combien d'attaques il doit endurer, il peut pratiquement dire ce qu'il veut tout en conservant sa crédibilité en tant qu'influenceur conservateur majeur qui fait avancer le Parti républicain, tant qu'il garde ce lien avec TPUSA. Donc Tucker Carlson va prendre la parole lors du grand événement de TPUSA en décembre, et je pense que ce sera un moment clé, car il y aura beaucoup d'attaques à venir. Il y a eu beaucoup de pression pour qu'il lui retire sa carte. Mais continuera-t-il à intervenir à leurs événements en 2026? C'est la question. Et je sais qu'il y a de la pression venant de certaines sections locales de TPUSA pour annuler la participation de Tucker Carlson, de la part de certains présidents de sections plus sionistes, davantage sous l'influence de la faction pro-israélienne. Comment voit-il J.D. Vance, Max? Parce que nous avons eu J.D. Vance qui a pris la parole à TPUSA, et l'un des jeunes dans le public lui a demandé « Pourquoi soutenons-nous Israël s'ils ne sont pas si bienveillants envers nous et qu'ils veulent contrôler la politique étrangère des États-Unis? Quel est le sens de soutenir Israël ?» Il a essayé de répondre de manière politique. Mais ensuite, nous avons vu les sionistes attaquer J.D. Vance. Alors, qui est J.D. Vance pour Israël et que pense-t-il vraiment de lui? Eh bien, le contexte ici est que lors de ces événements de TPUSA, de jeunes membres des Groypers, le mouvement qui suit Nick Fuentes, anti-israélien d'un point de vue America First, et également assez antisémite, religieusement sectaire, ont infiltré le public avec leurs membres et ont défié ces personnalités médiatiques de premier plan, y compris Eric Trump. L'un d'eux a demandé à Eric Trump « Ton père reçoit essentiellement 230 millions de dollars de pots de vin d'Israël. Comment peux-tu te dire America First ?» Et la réponse d'Eric Trump, ou de Glenn Beck, ou de J.D. Vance,
a été pathétique. Ils ne sont manifestement pas passionnés par la cause pro-israélienne. Ils se sentent embarrassés. Ils ne sont pas habitués à ce genre de questions, car ils n'en reçoivent jamais sur Fox News. Et J.D. Vance a effrayé l'élite sioniste qui contrôle le Parti républicain sur ces questions par ses réponses à un jeune Groyper qu'il a interrogé sur le nettoyage ethnique à Gaza et a déclaré « Les Juifs ne sont pas nos alliés ». Il n'a même pas remis en question l'idée de nettoyage ethnique à Gaza. J.D. Vance n'est pas personnellement très passionné par Israël. Cela se voyait lorsqu'il s'est rendu en Israël en tant que gardien, essayant de maintenir l'élan pour faire respecter le cessez-le-feu que Trump avait inauguré. J.D. Vance n'a pas embrassé le mur. Il n'est pas allé au mur occidental cette fois. Il s'est finalement retrouvé en conflit avec la Knesset israélienne, qui a adopté une résolution appelant à l'annexion de la Cisjordanie, et J.D. Vance l'a qualifié de « stupide ». Mais en même temps, regardez qui tire les ficelles de J.D. Vance. C'est la mafia de PayPal, Peter Thiel et ses manias de la tech sioniste qui ont contribué à propulser sa carrière. Et il a ses intermédiaires au sein du Parti républicain, incroyablement pro-israélien, comme Arthur Schwartz. Alors, de quel côté J.D. Vance va-t-il pencher? Il est impossible de tracer une voie médiane. J.D. Vance a essayé de se présenter comme une sorte de modéré, quelqu'un de réaliste en matière de politique étrangère. Mais on ne peut pas tracer de voie médiane dans le Parti républicain d'aujourd'hui, pas avec la prépondérance du pouvoir détenu par ses donateurs sionistes comme Sheldon Adelson, Bernard Marcus et Ike Perlmutter. Sur la question de l'Iran ou celle d'Israël-Palestine, il n'existe aucun terrain d'entente possible. Soit on est totalement avec eux, soit on est Tucker Carlson et totalement contre eux. Et Tucker Carlson, d'ailleurs, est un ami de J.D. Vance, c'est de notoriété publique. Donc si J.D. Vance essaie d'emprunter une voie menant à une solution à deux États ou quelque chose qui semble modéré, les sionistes le verront comme un ennemi et tenteront de l'empêcher de remporter l'investiture de 2028. C'est l'angle de Marco Rubio. Marco Rubio est complètement avec eux. C'est une créature du lobby pro-israélien et sa carrière a été financée et soutenue par Paul Singer. Paul Singer est en quelque sorte son macro, le capitaliste vautour d'Elliott Capital Management, farouchement pro-israélien. Ainsi, Marco Rubio emmènera cette classe de donateurs avec lui contre J.D. Vance, à moins que J.D. Vance ne se soumette et n'obéisse. Comment voyez-vous le rôle de Tulsi Gabbard? Nous savons qu'elle essayait d'évaluer le dossier Epstein, ou peut-être la situation de Charlie Kirk, mais elle a été ignorée. Y a-t-il des différences à ce niveau? De l'extérieur, il semble qu'il y ait des fractures, des divergences au sein de l'administration Trump. Comment voyez-vous la différence entre Kash Patel et Tulsi Gabbard? Eh bien, Tulsi Gabbard n'a aucune influence. Je veux dire, on l'écarte des réunions. Elle a été exclue des principaux briefings sur le programme nucléaire iranien pendant la période précédant la guerre de 12 jours, que Trump reconnaît désormais avoir personnellement autorisé. Après que Rubio, qui préside le Conseil de sécurité nationale, le dirige et est secrétaire d'État, a déclaré que non, Israël avait agi unilatéralement. Trump a maintenant affirmé que non, c'est nous qui avons autorisé Israël à le faire. Au passage, venez négocier avec nous. Et Tulsi Gabbard a été tenue à l'écart de toutes les réunions importantes. Elle est la directrice du renseignement national. Il me semble qu'elle a été utilisée. On s'est servi d'elle pour faire campagne pour Trump en tant qu'ancienne démocrate, afin de dire « J'ai vu le mal du Parti démocrate et Donald Trump a raison ». C'est une personne charismatique, dotée d'une présence imposante et d'un parcours impressionnant. Et maintenant qu'elle fait partie de l'administration, elle peut faire bien peu
pour contrer les rouages de la machine de guerre néoconservatrice, qui dispose désormais du plus grand et du plus avancé des porte-avions américains, l'USS Gerald Ford, dans les Caraïbes, prêt à attaquer le Venezuela. Tulsi Gabbard a joué un rôle important en contribuant à déclencher cette démonstration de force militaire par une tromperie liée au renseignement, que je considère comme la supercherie des armes de destruction massive de la guerre de Trump contre le Venezuela. Elle a déclaré que Nicolás Maduro, le président du Venezuela, dirigeait en réalité ce gang vénézuélien en grande partie vaincu, le Tren de Aragua, et qu'il l'utilisait pour envahir les États-Unis à travers l'invasion migratoire. C'était le récit de Trump pendant la campagne, et c'est le fondement de la désignation par l'administration Trump de Nicolás Maduro et du gouvernement vénézuélien comme narcoterroriste, ce qui justifie cette guerre. Tulsi Gabbard a contredit un rapport de renseignement américain déclassifié qui concluait que Maduro n'avait aucun lien avec le Tren de Aragua et n'y était pas impliqué. En réalité, ses forces de sécurité le combattaient. Et elle a renvoyé les 2 agents ou chercheurs du renseignement américain qui avaient rédigé ce rapport afin de préparer le terrain pour cette désignation fallacieuse du Venezuela comme narcoterroriste, ce qui sert à justifier le meurtre de personnes sur des bateaux de pêche dans les Caraïbes et pourrait bientôt servir de justification à des frappes à l'intérieur du Venezuela. C'est donc quelqu'un qui s'était personnellement opposé à l'attaque américaine contre le Venezuela, avait critiqué les sanctions américaines contre ce pays et s'était fait connaître en condamnant les menaces américaines contre l'Iran ainsi que la guerre menée par les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Royaume-Uni au Yémen. Elle a désormais renié tout ce qu'elle avait dit afin d'occuper ce poste sous Trump, poste dans lequel elle est tenue à l'écart des réunions clés. Et cela me semble très peu principiel. Seems very unprincipled.